Bonjour et merci infiniment de recevoir chez vous encore cette émission Entretien hebdomadaire Rencontre sur le numéro. Vous êtes en direct 298e pour parler une fois encore de la situation qui prévaut chez nous au Togo avec cette sortie de la CEDEAO en médiation donc dans la crise sociopolitique qui sévit chez nous au Togo depuis bientôt presque un an, depuis donc le pic des contestations qui était en août de l'année dernière. Et avec cette intervention de la CEDEAO qui a donc proposé au président de la crise togolaise une feuille de route censée donc sortir le pays de l'impasse pour en discuter ce jour encore notre son de cloche, comme nous le faisons depuis maintenant quelques 2-3 semaines, pour écouter les avis et les appréciations que chacun des protagonistes fait de cette fameuse feuille de route. Pour en parler aujourd'hui, je reçois pour vous un membre de la coalition, le Parti des Togolais, représenté ici sur ce plateau par son président par intérim, M. Nathaniel Olympio du Parti des Togolais. Merci, M. Olympio, d'accepter notre invitation. Merci de me recevoir sur votre plateau. C'est cela. C'est un plaisir de vous recevoir, justement, de discuter avec vous sur cette feuille de route, la position de votre parti politique, bien sûr, mais aussi et surtout celle de la coalition de 14 cadres de l'opposition en fait partie. Alors peut-être pour introduire et faire un peu de pédagogie, c'est quoi exactement une feuille de route? Parce que dans l'opinion publique, ce n'est pas évident. Et parce qu'à la sortie de ce sommet de la CEDEAO, on s'attend peut-être à autre chose que ce qu'on a comme résultat. Alors c'est quoi une feuille de route? Alors je pense que pour faire simple, on dira simplement que la feuille de route, c'est les grandes étapes que l'on doit passer dans un processus lorsqu'on veut atteindre un objectif et que les gens ont besoin de points de repère, et que les gens sachent ce qui est prévu et que les gens puissent anticiper sur les étapes à venir. Et donc, ça constitue une feuille de route. Oui, les conduites à suivre, quoi. Oui, ce sont les actions principales qu'il faut mener. C'est une orientation. Et ce sont donc des étapes qu'il faut passer, les points de repère qu'il faut exécuter et pour permettre à tous ceux qui sont concernés par le sujet de savoir ce qu'il y a à faire dans la globalité et de quelle manière les choses vont se faire. Et disons que c'est un fil conducteur. C'est un outil de travail qui ne s'impose nullement ou bien qui a quand même une force d'imposition, un caractère coercitif, n'est-ce pas, aux protagonistes. Je pense que la feuille de route, tout dépend de la manière dont c'est qualifié. Aujourd'hui, la CEDEAO nous parle de recommandations. Donc, et ça n'a pas vraiment un caractère coercitif, mais c'est fortement suggéré. C'est ce que l'on pense devoir faire pour que le Togo retrouve la paix. Et donc, oui, la CEDEAO a mis à notre disposition une feuille de route nous disant qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Et précisément, sur cette feuille de route, nous observons qu'il y a des points qui sont des points de revendication de la coalition qui ont été pris en compte et d'autres points de revendication de la coalition n'ont pas été inscrits sur cette feuille de route. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est tout un cheminement qui a accompagné l'accouchement de cette feuille de route. En temps, c'était d'abord les présidents ghanéens et guinéens qui étaient donc dépêchés pour venir à la rescousse et puis après, c'est ça élargi aux autres chefs d'État de la sous-région ouest-africaine. Alors, c'est vrai que depuis que la CEDEAO s'est impliquée dans notre crise pour rechercher une solution de sortie de crise de manière pacifique, il y a eu beaucoup de rencontres qui ont été organisées et tout a commencé... Des rencontres bilatérales ici comme au Ghana, oui. Oui, tout a commencé le 19 février. Et c'est le point de départ du dialogue. Il y a donc eu des rencontres entre le facilitateur, au départ c'était le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui rencontrait les protagonistes les uns après les autres ou ensemble. Et puis le 14 avril, lorsque la CEDEAO a eu son sommet des chefs d'État à Lomé, le président ghanéen a été confirmé dans son rôle de facilitateur et on lui a adjoint le président guinéen Alpha Condé. Donc la crise togolaise a aujourd'hui deux facilitateurs. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est très complexe et qu'il faille aujourd'hui deux facilitateurs plutôt qu'un seul? En tout cas,
Et la CEDEAO est très préoccupée par la situation au Togo, à juste titre, parce que on voit que les choses sont très bloquées, la confiance n'existe plus entre les Togolais et leurs dirigeants, et ce depuis longtemps. Et depuis le 19 août, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a une crise ouverte et une forte contestation des Togolais qui sont déterminés et qui sortent massivement dans les rues. Ça préoccupe les dirigeants de la sous-région parce que notre crise, si elle perdurait, elle peut dégénérer, elle peut sortir des frontières du Togo, elle peut porter des conséquences à l'extérieur du Togo. D'ailleurs, on peut dire qu'un pays comme le Ghana souffre déjà de la crise au Togo, puisque nous avons des réfugiés au Ghana, nous avons des réfugiés au Bénin également. Et il était donc important pour les chefs d'État de la sous-région de se pencher sur notre situation pour nous aider à trouver une solution de sortie de crise. Ça veut dire que les Togolais n'étaient plus capables de discuter entre eux, parler d'une méfiance. Qui en endosse la responsabilité en réalité? Vous savez qu'en 2006, nous avons signé un accord. Le régime a signé avec l'opposition et les forces vives du pays l'APG, l'accord politique global, qui a donc donné un certain nombre de points qu'il fallait mettre en œuvre, que le gouvernement devait mettre en œuvre, que le régime devrait mettre en œuvre. Et aujourd'hui, ces choses n'ont pas été faites. Et donc, aujourd'hui, la situation elle est telle que nous ne pouvons plus faire confiance à ce régime. N'oubliez pas que les Togolais ont eu déjà précédemment 26 autres dialogues qui ont donné lieu à des accords, qui ont donné lieu à des recommandations, qui ont donné lieu à des signatures. Et puis, rien n'a été fait derrière. Donc, il y a une mauvaise foi manifeste du régime. Et aujourd'hui, les Togolais ne se sentent plus en mesure de confier à ce régime le soin de mettre en œuvre les réformes qu'il faut de manière unilatérale. Et c'est pour ça qu'il y a une crise de confiance, une crise sociale, une crise politique. Les frustrations sont nombreuses. C'est pour ça qu'il y a autant de Togolais dans la rue. Tous les gens que vous voyez dans les rues ne sont pas des gens qui font de la politique. Ce ne sont pas des gens qui sont des militants des partis d'opposition. C'est le peuple dans sa diversité, dans sa globalité, qui sort pour exprimer ses frustrations sociales, ses frustrations politiques. Et quand un régime n'écoute pas cette expression populaire massive et pacifique, il y a de quoi inquiéter. Et c'est pour ça que les chefs d'État de la sous-région sont inquiets. Et de venir rapidement nous aider pour que la chose ne devienne pas incontrôlable pour tout le monde. Là, vous êtes bien d'accord pour cette médiation de la CEDEAO? C'était donc la coalition a donné son assentiment à cette médiation? Oui, et il faut souligner que le peuple togolais ne voulait pas de ce dialogue-là. Parce que justement, il a été à plusieurs reprises déçu de la suite qui ont été données aux accords signés. Et donc, le peuple togolais voulait l'immédiateté de l'alternance à la tête de l'État. Et bien, la coalition... Est-ce que ce n'était pas dû au dialogue, enfin, au discours que vous leur servez dans vos meetings, dans vos mobilisations? Je pense que les Togolais savent parfaitement ce qu'ils veulent. Et ils n'attendent pas que quelqu'un puisse leur édicter la conduite à suivre. En revanche, il était de la responsabilité politique de la coalition de ne pas se fermer à l'invitation à discuter de nos revendications. Tout à fait, oui. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans ce processus qui semble piétiner de mon point de vue. Les choses n'avancent pas comme il se doit. Et nous avons à ce jour eu plusieurs rencontres avec les facilitateurs, avec le régime, mais fondamentalement, nous n'avons pas encore touché le cœur de la question qui divise les Togolais. Nous n'avons pas parlé véritablement de la manière dont les mandats vont être limités, de la manière dont nous allons mettre en place la Cour constitutionnelle, toutes les institutions. Alors justement, ça nous permet de faire une belle transition. Allons justement dans le contenu de ces points qui ont été formulés par la CEDEAO en forme de recommandation. Alors concrètement, qu'est-ce qui vous agrée, qu'est-ce qui ne vous satisfait pas dans cette feuille de route? Ma manière de percevoir les choses, c'est de ne pas exprimer de satisfaction ou non par rapport à la feuille de route. La feuille de route, c'est une orientation. C'est une orientation. Et la feuille de route prend en compte certaines de nos revendications. C'est-à-dire que la CEDEAO a pris par exemple notre préoccupation de limiter le mandat
et de l'inscrire sur la feuille de route en disant il faudrait limiter le mandat. La feuille de route prend en compte notre revendication d'avoir une élection à deux tours, le mode de scrutin à deux tours, uninominal, majoritaire à deux tours. Ça a été inscrit qu'il faudrait le faire. Donc, tout ce qui a été inscrit sur la feuille de route, il faudrait le faire. C'est ce que dit la CEDEAO en termes de recommandations. En réalité, ce n'est pas des points nouveaux, puisque vous en avez discuté pendant plusieurs réunions, plusieurs discussions, de côté le COP 1, 2, CPDC. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf justement dans cet accord qui ne soit dit auparavant aux Togolais dans vos discussions avec le régime en place? D'ailleurs, j'ajouterais même que le régime lui-même a déjà dans le passé, ne fût-ce que en septembre 2017, introduit un projet de révision constitutionnelle qui intégrait la limitation de mandat, qui intégrait le mode de scrutin à deux tours. Donc, oui, vous avez raison, ce ne sont pas des choses nouvelles. C'est vrai que la CEDEAO a évoqué pour la première fois, ça c'est la nouveauté, le vote des Togolais de la diaspora, ça c'est une nouveauté. C'est un acquis à votre compte, par le vote de revendication de la C14. Rien n'est encore acquis. Rien n'est encore acquis parce que rien n'est encore fait. La CEDEAO dit il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Mais la CEDEAO ne dit pas comment il faudra le faire. Quel sera le contenu des réformes, la CEDEAO ne le dit pas. Donc nous allons devoir discuter encore avec le régime. Et il va falloir que nous nous battions fortement pour que le régime accepte un certain nombre de choses qui sont nos revendications. C'est pour ça que la vigilance est toujours de mise. C'est pour ça que la détermination est encore une nécessité aujourd'hui. Nous devons être tenaces dans ce que nous faisons. Sinon, le régime va encore rentrer dans ses manœuvres, cette tergiversation, et la duperie va encore prendre le dessus et les Togolais vont se retrouver sans rien. Cette fois-ci, il n'en sera pas ainsi parce que nous sommes tous vigilants, et la coalition et le peuple togolais, et bien entendu tout ceci avec la société civile qui mène aussi une action très très forte, et la diaspora qui ne s'est pas du tout reposée depuis que la crise a commencé cette fois-ci en août 2017. Donc c'est l'ensemble des forces vives de la nation qui sont aujourd'hui engagées dans cette lutte-là pour obtenir enfin les réformes. Quel est l'objectif de tout ça? C'est que nous ayons beaucoup plus de liberté dans le pays. C'est pour que nous ayons beaucoup plus d'espace de démocratie et de droits de l'homme. Le Togo souffre de sa gouvernance et c'est ce qui met la jeunesse dans un état de pauvreté avancée. On n'a pas d'emploi, on a une économie qui a beaucoup de difficultés, il n'y a pas d'investissement. Même les investissements que nous faisons au port, par exemple, qui sont supposés être structurants, qui sont supposés créer un écosystème autour de ce port-là, avec des entreprises qui se créent, malheureusement, la prédation du régime et la pression fiscale exercée sur les entreprises font que les gens quittent le Togo, ils préfèrent aller vers les ports de Tema ou de Cotonou. Et tout cela ne permet pas que l'initiative privée puisse s'exprimer de manière libre. Et vous voyez, au Togo, les entreprises qui sont des entreprises privées, aucune n'est prospère si les dirigeants ne sont pas affiliés au régime en place ou si les dirigeants ne sont pas en proximité et très très étroite avec le régime. On ne peut pas développer un pays si la liberté d'entreprendre, si les initiatives privées ne sont pas véritablement libérées au lieu d'être corsetées comme c'est le cas aujourd'hui au Togo. C'est contre tout cela que le peuple togolais se bat pour avoir un mieux-être demain. Rencontrer son nouveau numéro, M. Nathalie Lupio, du Parti des Togolais, est mon invité. C'est avec lui que nous faisons le service après-vente, si on peut le dire ainsi, de cette fameuse feuille de route proposée par la CEDEAO pour permettre aux Togolais de sortir de la crise actuelle. Alors, M. le Président, dites-moi, comment ça a été proposé, cette feuille de route? Vous avez été associé ou bien ça vous a été tendu? Puisque, en réalité, c'était un sommet des chefs d'État et donc, de façon classique, vous n'étiez pas admis dans la salle, justement, où se prenaient ces décisions. Comment ça s'est fait? Comme on le disait tout à l'heure, il y a eu un certain nombre de rencontres entre les facilitateurs et les protagonistes, et chacun
de leur côté, ont exprimé leur position sur les sujets qui nous divisent. Et les chefs d'État ont tiré à partir de là leurs propres conclusions sur ce qu'ils ont considéré comme un minimum à nous proposer comme feuille de route. Mais ce qui est plus important, c'est ce que nous voulons faire de cette feuille de route. Et nous n'entendons pas nous contenter de ce que la CEDEAO a inscrit sur sa feuille de route, parce que nous avons encore d'autres sujets importants pour nous, des sujets de revendication que nous considérons être déterminants pour que le Togo puisse sortir de sa situation difficile. Je parle à titre d'exemple de la mise en place d'une transition politique. Ça, l'opinion n'a pas apprécié parce que on s'attendait qu'on aura cette transition et c'est ce que vous leur avez d'ailleurs promis, entre guillemets, et une sorte de déception qui s'est emparée de l'opinion au soir de ce 31 juillet, puisque la coalition a mis du temps pour réagir. Je crois que c'est le lendemain qu'il y a une sortie officielle de la coalition à propos justement du contenu de la feuille de route. Nous sommes dans une lutte qui n'est pas un long fleuve tranquille. Et au cours de la bataille, vous parlez de déception. Mais non, personne n'est déçu parce que la lutte continue. Et nous ferons le bilan lorsque nous aurons dit que c'est la fin et qu'il faut maintenant compter les points. Et nous sommes dans un processus où le régime se barricade, empêche, se bat bec et ongle pour ne pas céder les parcelles de liberté aux Togolais. Et de l'autre côté, il y a la coalition qui aujourd'hui défend les intérêts du peuple. Oui, la CEDEAO a été à un moment donné amenée à nous présenter une feuille de route avec des points qui ont été retenus issus de nos revendications. D'accord? Il nous appartient, à nous de la coalition, avec le peuple togolais et la diaspora, la société civile, de continuer à nous battre pour que les autres points également soient pris en compte. Ce n'est pas parce qu'à une étape donnée, tout n'a pas été pris en compte qu'il faut commencer à parler d'échecs ou de déceptions, etc. Bien au contraire, on a pris en compte un certain nombre de nos revendications, ça doit nous galvaniser davantage, ça doit nous montrer qu'il faut poursuivre l'effort pour que le reste de nos revendications également soient prises en considération. Et je parlais de la transition. La transition politique, c'est un instrument en réalité pour permettre à un peuple dans une phase difficile de passer une étape où on peut construire quelque chose de manière consensuelle. C'est ça l'idée derrière la transition. Il ne s'agit pas d'humilier qui que ce soit, il ne s'agit pas de chasser des gens, il s'agit de créer un cadre où la confiance va se restaurer, où ensemble nous pouvons mettre en place les solutions de sortie de crise qu'il faut. C'est ça l'idée. Pour le moment, nous n'avons pas encore réussi à faire passer cette idée-là. Parce que de l'autre côté, on pense que la crise n'est pas si profonde que ça, au point parce qu'il y a un gouvernement légal, en guillemets, en place, qui exerce, qui gère, et donc il n'y a pas rupture, il n'y a rien, on ne peut pas parler de transition. Si la rupture, c'est qu'il y ait une déflagration violente dans le pays pour que les gens considèrent qu'il y a rupture, non. La rupture, c'est la masse de Togolais sortis de la rue pour exprimer un mécontentement. Et ils font les estimations, 3 000 Togolais dans la rue par rapport à 7 millions d'âmes. Je pense que nous sommes tous sortis de ce schéma de calcul qui n'a aucun sens et eux-mêmes, ils s'abstiennent maintenant de parler de ces choses-là. Et si cela avait été aussi minime que ça, je ne pense pas que le régime lui-même acceptera de s'asseoir à une table de discussion avec l'opposition. Je ne pense pas que les chefs d'État de la CEDEAO auraient nommé 2 facilitateurs pour accompagner les Togolais. La crise, elle est grave. Elle est une menace pour notre paix civile, elle est une menace pour la sous-région. Et donc, le régime doit prendre cela en considération. C'est pour cela que nous devons amener ce régime à prendre nos revendications en considération. Et comment? En exerçant davantage de pression sur le régime pour lui rappeler que les conditions qui l'ont amené à s'asseoir à la table des négociations ne sont pas des conditions qui ont disparu et pour toujours. Aujourd'hui, c'est vrai que les manifestations ont été suspendues et la population n'a pas été contente, mais quand on voit la posture du régime, quand on voit la manière dont il demeure hermétiquement fermé,
je peux vous garantir que dans les semaines qui viennent, il va falloir que nous reprenions nos manifestations parce qu'on ne peut pas continuellement tourner les Togolais en bourrique sans que les choses n'avancent concrètement. Et ça n'aura aucune incidence sur la marche que vous suivez à propos du respect de la feuille de route par rapport à ceux qui sont intervenus dans la crise pour vous amener à la table de discussion? Mais le bon sens veut que si les choses n'avancent pas comme il faut donner un coup d'accélérateur. Est-ce que vous avez fait part de ces manquements, de ces lacunes en guillemets à la CEDEAO? Je pense que les facilitateurs savent pertinemment le jeu que joue le régime et ils savent pertinemment quel est l'effort fourni par la coalition pour que l'environnement soit un peu plus serein pour leur travail, mais cela ne peut pas devenir une prise en otage de la coalition et des Togolais. On ne peut pas prendre en otage les Togolais parce qu'il y a un des protagonistes qui traîne les pieds, qui tourne et qui fait des manœuvres. Mais il y a quelque chose qui vous lie justement à cette feuille de route, n'est-ce pas? Mais tout est conditionné. C'est un engagement moral qui a été pris de suspendre momentanément les manifestations. Mais la réalité, c'est que la possibilité de manifester a toujours été défendue par la coalition et c'est aussi ça la réalité. Si vous vous rappelez, à un moment donné, le régime a fait une interdiction formelle des manifestations, tout à fait illégalement. Et la pression que nous avons exercée les a ramenés à prendre d'autres dispositions. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils font tout pour empêcher que les manifestations se déroulent normalement et dans la paix, mais il viendra un moment où les choses ne seront plus en l'état s'ils continuent à faire du dilatoire et empêcher que les choses avancent. Au risque de mettre la CEDEAO à dos? Se mettre la CEDEAO à dos, ça ne veut rien dire du tout. La CEDEAO n'est pas notre adversaire politique. Notre adversaire politique, c'est le régime. La CEDEAO va constater comme nous que le régime n'avance pas. C'est pour cela que l'impatience et la patience du peuple a atteint ses limites et le peuple reprend ses droits. Personne ne peut empêcher le peuple togolais de manifester et d'exprimer ce qu'il a sur le cœur en toute liberté. D'où l'urgence de la mise en place de ce comité de suivi. Est-ce que c'est déjà fait? Nous aurons une rencontre avec le comité de suivi dans les semaines qui viennent. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On ne connaît pas non plus sa composition jusqu'alors. La feuille de route a indiqué qu'il sera composé des membres, des représentants des facilitateurs et des représentants de la commission de la CEDEAO. Donc, le format est connu. On attend de voir les personnes qui seront désignées pour animer ce comité de suivi. C'est cela. Vous faites état de la chose qui traîne et pourtant de l'autre côté, on n'entend pas de cette oreille puisque la Commission nationale électorale, la CENI, a annoncé la reprise de ses activités. De manière tout à fait illégale, de manière tout à fait... Non, mais je ne le pense pas parce qu'il y a une échéance qui attend les Togolais, n'est-ce pas? Laquelle? Il y a une date butoir, en tout cas une date indicative, comme on a dit, le 20 décembre. Pourquoi est-ce que la CEDEAO avait repoussé la date de fin novembre au 20 décembre? C'est parce que la CEDEAO a constaté qu'en fin novembre, il était impossible de faire une élection. Eh bien, la CEDEAO se rendra également compte que le 20 décembre, il sera impossible de faire une élection. Parce que pour faire une élection au Togo, compte tenu de la crise et les éléments qui animent cette crise-là, il faudrait que nous fassions d'abord les réformes constitutionnelles. Il faut également que nous fassions les réformes institutionnelles et les réformes électorales. Il faut qu'on révise le cadre électoral. Il faut qu'on revoie la loi électorale. Il faut qu'on puisse donner à chaque Togolais un acte de naissance, un certificat de nationalité, une carte nationale d'identité, avant d'envisager de faire une inscription sur la liste électorale. Il y a beaucoup de choses à faire encore avant de commencer à parler d'une élection. Commencer à parler d'une élection aujourd'hui, eh bien, c'est de chercher à enfariner les Togolais, mais les Togolais sont vigilants aujourd'hui et personne ne se laissera prendre à ce jeu-là. Et c'est pour cela que la coalition a décidé de ne pas répondre aux provocations de la CENI, parce que c'est une provocation. Et la feuille de route, puisque aujourd'hui c'est dans ce cadre-là que tout s'exprime, a clairement indiqué qu'il fallait recomposer la CENI. Recomposer la CENI, ça ne veut pas dire nommer des gens à la CENI, selon ce qui est en cours aujourd'hui. Il s'agit de revoir la manière dont la CENI sera constituée, avant de voir quelles sont les personnes qui seront les représentants de l'opposition ou de la... Oui, puisqu'on vous attend toujours à la CENI.
Oui, d'après ce qu'on a entendu, ils attendent 4 personnes membres, pour oui. venir combler ce qui manque des 17 personnes. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà donné 13 places et ensuite la portion congrue, on veut la laisser à l'opposition. Nous ne sommes pas dupes. Et nous avons aussi appris de nos expériences passées. C'est pour ça que cette fois-ci, nous sommes fermes, nous sommes déterminés à nous battre pour que les élections à venir puissent se faire dans le respect des principes démocratiques et surtout dans le respect du peuple togolais. Et justement, l'expérience du passé a fait état des conséquences de ce boycott. Ils ont évolué unilatéralement et on en est là aujourd'hui. Oui, sauf que depuis lors, il y a de l'eau à couler sous le pont. L'opposition a mûri, a de l'expérience. L'opposition s'est regroupée aujourd'hui, est dans une coalition que le régime nous a promis éclatement dans les semaines qui vont suivre et qui ont suivi notre création. Ça fait 1 an que nous sommes ensemble. Ce n'est pas facile de travailler à 14, c'est une réalité. Parce que nous venons d'horizons différents, nous avons des perceptions parfois différentes. Mais ce qui est fondamental, c'est que nous avons tous compris que nous devons unir nos forces nous devons travailler ensemble pour avoir gain de cause dans la lutte que nous menons. C'est pour cela que je dis, les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Et aujourd'hui, personne dans la coalition, et c'est ce que nous avons convenu, n'ira aux élections dans les conditions actuelles avec cette CENI-là. Vous en êtes sûr, n'est-ce pas? Si vous en connaissez un qui ne l'est pas, dites-le moi. C'est ça. Oui, on connaît la réalité de nos hommes politiques, que ce soit de l'opposition, de la mouvance de l'opposition, parce que pendant longtemps, cette histoire d'action militaire a été recommandée, exigée par le peuple. Voilà que nous y sommes. Est-ce que sincèrement, eh bien, cette cohésion, cette stratégie d'action militaire est toujours au cœur de vos activités au sein de la coalition des 14 partis? Je le disais tout à l'heure, travailler ensemble, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a quelqu'un parmi nous qui a l'habitude de dire que être ensemble est en soi un combat. Mais ce qui est important de mon point de vue, c'est que nous avons connu des crises à l'intérieur de la coalition. C'est une réalité que tout le monde connaît. Mais ce que tout le monde a aussi noté, c'est que nous avons transcendé ces crises-là. Nous avons su les juguler et personne n'est sorti de la coalition. En tout cas, jusqu'à là, oui. À l'heure où nous parlons, la coalition est composée de 14 partis politiques. Et nous entendons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous puissions obtenir nos réformes, obtenir la révision de notre code électoral, le cadre électoral, le déverrouillage des institutions, c'est-à-dire avoir le cadre qui permette que les Togolais puissent choisir librement leurs représentants au niveau local, parce que les élections locales sont extrêmement importantes pour la démocratie. Ça fait plus de 30 ans qu'on n'en a pas connu au Togo. Et pour les élections législatives, nous n'avons pas d'urgence extrême à ce niveau-là, puisque la Constitution permet que ceux qui sont en place restent en place jusqu'à ce que nous ayons le renouvellement de l'Assemblée nationale. Et puis, il y a l'élection présidentielle à venir. Avant que nous puissions entrer dans ce cheminement d'élections multiples, il est impératif que nous ayons fini avec les réformes et les institutions et l'élection, etc. À supposer que le gouvernement, le régime reste dans cette logique de préparation des échéances électorales en fin d'année, quel serait votre plan B? Parce que le plan A, c'est que vous n'y allez pas ou vous ne pouvez pas participer. Est-ce que vous avez d'autres solutions dans vos cartouches? Mais la solution, c'est d'exercer la pression qu'il faut pour que le régime ne puisse pas aller en roue libre. Et je ne vois pas comment ils peuvent se permettre aujourd'hui cela sans faire courir un péril majeur sur le pays. Et les gens, les Togolais sont tellement exacerbés par ce qui se passe, sont tellement engagés et prêts à payer le prix qu'il faut que le régime, s'il cherchait à forcer le passage, eh bien, ferait peser une menace terrible sur le Togo. Je ne pense pas qu'il soit prêt à aller jusqu'à cet extrême-là. Et je n'ose pas y croire. C'est pour cela qu'il faut appeler les gens à la raison. Il faut appeler le régime à la raison. Ce sont des Togolais et on sait comment les choses peuvent se passer ailleurs. Mais s'ils laissent les extrêmes prendre le dessus, et ce sera grave pour tout le Togo et ce sera grave également pour la sous-région. Les Togolais ne laisseront pas faire. Et la sous-région aussi ne souhaite pas que ce qui se passe au Togo puisse provoquer des débordements dans leur propre pays. Et c'est pour ça qu'il est important que tous les acteurs puissent ensemble, de manière pacifique,
exercer les pressions qu'il faut sur ce régime-là, à l'intérieur du pays, également à l'extérieur du pays, pour que nous ayons une sortie de crise qui soit qui satisfasse tout le monde, qui puisse préserver tout le monde et qui puisse assurer la cohésion nationale qui est indispensable pour un développement de notre pays. Nous devons arriver à obtenir l'alternance dans ce pays sans créer de nouvelles frustrations, sans créer de nouvelles injustices. C'est possible à faire. Il suffit que nous soyons cohérents dans notre démarche, que nous soyons déterminés et que nous ayons à l'esprit la nécessité de préserver la stabilité après l'alternance. Alors, à propos de l'amélioration du cadre électoral, l'ANC a sorti une proposition de découpage électoral. Je ne sais pas si vous en avez connaissance, c'est discuté à la coalition, ou bien c'est une initiative de l'ANC en tant qu'entité politique faisant partie de la coalition de la C14. Oui, ce travail qui avait été fait par nos amis, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, il est évident que les questions de découpage électoral, qui sont un vrai problème dans notre processus électoral, nous devons en reparler. Nous devons revoir la manière dont chaque Togolais est représenté dans le cadre électoral. Que des Togolais n'aient pas un poids plus important que d'autres Togolais dans le processus électoral. Tout cela est à revoir. C'est pour cela que nous disons qu'aujourd'hui, il est prématuré de parler d'élections parce qu'il y a encore du travail à faire. Il y a encore de nombreuses étapes à passer. On n'a même pas encore commencé. Bien, parlons d'autres choses, toujours dans l'actualité chez nous au Togo, avec, il y a 2 ou 3 semaines, l'idée de cette question, de cette affaire de profanation des lieux saints de l'islam, des Corans qui ont été brûlés. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Hier, c'était les marchés qui ont pris feu. Aujourd'hui, c'est le lieu de prière. Qu'est-ce que ça vous explique? Quelle appréciation quelle lecture vous en faites par rapport à la situation actuelle de ces événements dramatiques, enfin, oui, qui viennent encore assombrer le paysage politique chez nous? Je suis inquiet. Je suis inquiet parce qu'on brûle les lieux de culte. Je suis inquiet parce que nous sommes dans un environnement politique troublé et que ces actes viennent apporter encore des éléments d'aggravation à d'autres crises déjà très avancées. Je suis inquiet parce que le régime avait déjà cherché à taxer les manifestants de djihadistes, de chercher à taxer les gens de terroristes. Et quand je vois des actes de cette nature posés, je suis inquiet et je me pose les questions de savoir quelle est la corrélation entre tous ces événements-là. Quelle est la corrélation entre le fait de brûler les marchés, de brûler les mosquées aujourd'hui et le fait qu'on ait cherché précédemment à qualifier de terroristes et de djihadistes un certain nombre de manifestants. Vous voyez le lien? Je me pose des questions et je partage mon questionnement avec les Togolais et je fais des constats. Parce qu'il y a des actes qui sont posés, et il y a d'autres actes qui sont posés dans un environnement de politique trouble. Et quels sont les liens entre tous ces événements-là? Nous devons nous poser ces questions-là. Et le régime, en premier, doit se poser ces questions. Parce que ça devient un cocktail qui peut être détonnant, qui peut produire une explosion que plus personne ne contrôlerait. Les extrêmes dans notre pays ne doivent pas prendre le dessus. Et c'est le régime qui a la responsabilité de poser les actes qu'il faut pour ne pas laisser les extrêmes prendre le dessus. Si tel était le cas, eh bien, le Togo connaîtrait des situations très, très difficiles. Alors, il faut l'éviter, et il faut être vigilant, se dresser contre cela. On ne peut pas, pour des questions de calcul politicien, prendre le risque de monter les Togolais les uns contre les autres dans cette dimension-là. Et c'est l'ouverture de la boîte de Pandore que plus personne ne contrôlerait. Ça peut être un acte crapuleux ou bien un acte politiquement dirigé? Mais, vous savez, même si ça avait été un acte crapuleux, dans le contexte politique qui est le nôtre aujourd'hui, ça devient un acte politique. Parce que d'autres pourraient en faire une récupération politique, si ce n'était pas initialement un acte politique. De toute façon, nous ne pouvons pas faire l'analyse de ces événements-là sans tenir compte de notre situation politique aujourd'hui. Faire la séparation serait faire preuve de cécité. Et la responsabilité politique exige d'ailleurs qu'on en fasse le lien pour mieux mesurer la menace que cela représente et prendre vigoureusement les mesures qui s'imposent pour arrêter les coupables et les faire punir par la loi. Si tant est que dans ce pays, nous avons une justice.
Rencontre échange, nouveau numéro, Nathanaël Olympio est mon invité. C'est avec eux que nous parlons de cette question d'actualité chez nous au Togo, notamment à propos de cette sortie de crise de la CEDEAO. Alors, reparlons encore de cette médiation de la CEDEAO. Pensez-vous que c'est la dernière, cette fois-ci que ce sera la bonne qui nous conduira justement au retour du calme dans le paysage politique togolais? La facilitation en cours est un événement, est un processus dans notre lutte. Ce n'est pas la facilitation qui marque la fin de notre lutte. La fin de notre lutte sera marquée par l'avènement de la démocratie, de l'alternance et de la liberté pour tous les Togolais, l'état de droit. Et donc, oui, il faut espérer que cette fin de crise survienne le plus rapidement possible. Il faut espérer que nous n'allions pas au-delà de cette facilitation. C'est pour cela qu'il faut mettre tout en œuvre et pour profiter de cette opportunité qui est donnée aux Togolais et de trouver une solution pacifique à la crise qui les divise. Et le régime, en cela, a une grande responsabilité parce que ce sont eux qui sont contestés. Ce sont eux qui ont les manettes du pouvoir, qui ont l'instrument d'État entre les mains. Et s'ils veulent que le Togo puisse sortir de manière pacifique pour tout le monde de cette crise-là, il suffit qu'ils posent les actes qu'il faut. Maintenant, s'ils s'accrochent à leur intérêt personnel et que vaille, ils veulent continuer de confisquer le pouvoir, à ce moment-là, il viendra un moment où les choses prendront des orientations que nous déplorons, que nous voulons préserver, mais ils en auront seuls la responsabilité de cette situation-là, compte tenu de leur entêtement. Mais la plus grande question qui fâche et qui divise concrètement, vous le savez, c'est cette éventuelle candidature de Faure en 2020. Alors, il n'y a pas de concession là-dessus, puisque dans l'état actuel, rien n'empêche Faure Gnassingbé d'être candidat à la prochaine présidentielle. Sauf les principes, sauf la morale, sauf l'éthique, sauf l'engagement, sauf les propos qu'on a tenus. Vous savez, quand on a déjà exprimé publiquement que pour la paix et le développement, 2 ou 3 mandats suffit à quelqu'un, il faut respecter sa parole. Même si ce n'est pas une signature qui a été posée au bas d'une feuille, quand on fait ce type de déclaration en tant que chef d'État, il faut savoir qu'on vous opposera ces déclarations-là. L'heure est venue aujourd'hui de lui opposer ces déclarations. Et je pense c'est une affaire personnelle. Et je pense que rien n'est personnel, justement. N'en faites pas une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une question morale et d'éthique. C'est une question. C'est un principe. Oui, c'est un principe. Vous avez dit le mot juste. Oui. C'est un principe qu'il faut défendre. Et le régime lui-même a intégré ce principe-là. Il a compris que ce principe, on ne doit pas le violer. C'est pour cela que, en septembre 2017, lorsqu'ils ont introduit leur loi de révision constitutionnelle, ils ont inscrit dans cette loi la limitation du mandat présidentiel à 2. C'est le principe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Il se pose un problème de rétroactivité. Je ne suis pas dans une dimension juridique. Je vous parle de principe. On ne parle pas là de juridisme. Et donc, ils ont intégré ce principe de limitation du mandat. Ce qui veut dire que dans leur conception de la gestion du pouvoir d'État, personne ne doit faire plus de 2 mandats. Voilà ce que ça veut dire. Leur proposition de loi qui intègre cette limitation-là. S'ils sont conséquents, s'ils sont cohérents et s'ils veulent que les choses se passent bien au Togo, il faudrait qu'ils respectent ce principe-là. C'est pour cela que lorsqu'on a eu l'opportunité d'exercer un mandat présidentiel, puis 2, puis 3, dans des conditions exécrables que tout le monde connaît, que nous ne voulons pas rappeler parce qu'il ne faut pas raviver les douleurs des Togolais, eh bien, il faut à un moment donné poser l'acte qu'il faut et qui ferait que les Togolais pourraient tourner facilement la page. Parce que nous avons besoin dans ce pays de tourner la page. Si nous ne tournons pas la page, si nous n'avons pas tous le courage à un moment ou à un autre de tourner la page, eh bien, nous allons devoir nous empêtrer dans ces pages, ces périodes sombres de notre pays, et ce sera encore pire que les périodes sombres que nous avons connues. C'est pour cela que nous devons prôner tous, autant que nous sommes,
à commencer par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, les actes d'apaisement, les actes qui vont amener les Togolais à retrouver confiance, libérer les prisonniers, libérer les villes qui sont aujourd'hui en situation d'état de siège de fait et créer l'environnement d'apaisement qu'il faut pour que la sérénité revienne dans ce pays. Il ne faut pas grand-chose pour que tout revienne dans l'ordre dans ce pays-là. Il suffit simplement que l'on fasse comprendre aux Togolais, l'on dise aux Togolais que oui, j'ai compris votre souffrance et aujourd'hui, voici la décision que je prends. Vous verrez que l'environnement togolais va se métamorphoser du jour au lendemain et nous allons pouvoir vivre ensemble en paix et construire ce pays. Nous avons tous besoin de construire ce pays. Et il y a des compétences partout, dans l'opposition, dans la société civile, dans la diaspora et également parmi les gens qui nous dirigent aujourd'hui. Il y a des compétences partout. Comment pouvons-nous fédérer ces compétences-là si nous voulons continuer d'accaparer les choses qui appartiennent à tout le monde? On ne peut pas continuer d'accaparer les choses, le bien de tout le monde et faire comme si cela était normal. Ça fait 50 ans que ça dure. Je pense qu'il est temps pour que les gens comprennent que l'heure est venue de mettre un terme à ces situations-là, pour le bien de tous. C'est ce qui s'est passé en RDC la semaine dernière lorsque Kabila a annoncé qu'il ne se présente pas à l'élection présidentielle de fin d'année. Est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que ça veut dire que, extrapolons un peu, les Congolais vont avoir la tendance politique qu'ils aussi souhaitent comme nous? C'est une condition nécessaire. Peut-être pas suffisante, mais c'est une condition nécessaire. C'est la première étape à passer pour que le reste puisse suivre. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est organiser des élections qui soient conformes aux règles démocratiques. Le reste, c'est que les voix des Congolais, je parle des Togolais, oui. Mais c'est que les voix des citoyens soient les mêmes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et que les institutions qui vont conduire ces élections-là puissent fonctionner de manière équitable pour tout le monde, puissent répondre aux besoins des citoyens dans le respect de la loi. Voilà encore d'autres étapes à passer. Et au Togo, nous sommes encore au point zéro. Et nous attendons le début, l'acte fondateur qui va ouvrir la possibilité d'organiser les choses beaucoup plus sereinement et consensuellement. Et il faut espérer que ça vienne rapidement. Oui, oui. Alors, à côté des principes dont vous parlez, il y a aussi cette volonté basée sur l'éthique et la morale de la personne intéressée et au régime, en tout cas au parti qu'il représente, parce qu'en fait, en réalité, un chef d'État n'est plus seul, il n'est plus lui-même, il est entouré, et donc il y a des pressions, il y a un parti qui représente et qui, librement, va décider du choix du champion qu'il leur faut pour la bataille électorale. Au détriment du peuple togolais, tout cela n'a aucune espèce d'importance quand il s'agit d'une nation, quand il s'agit d'un peuple. Lorsqu'on s'engage en politique, on s'engage pour un peuple donné. Lorsqu'on décide d'être un acteur politique de premier plan, on s'engage à apporter le bien-être à ce peuple-là. Quelle est la raison de continuer à s'accrocher si les gens que vous êtes supposés conduire ne sont pas heureux? Comme le dit l'ONU chaque année, pratiquement, ils disent que le Togo est le pays le plus malheureux au monde, selon la classification qu'ils font. Quel est l'intérêt de continuer à avoir la même gouvernance si le peuple que vous dirigez n'est pas heureux? Je pense qu'à un moment donné, le bon sens, et ça aussi c'est une notion fondamentale en politique, le bon sens vous conduit à poser l'acte qu'il faut pour que les choses puissent avancer tel que on le souhaite pour le pays. Lorsque au Niger, lorsque en Côte d'Ivoire même, il y a des indications de ne pas voir les chefs d'État rester au-delà de 2 mandats, ça répond à un bon sens qui est largement partagé dans notre sous-région. Pourquoi le Togo devrait faire exception? C'est pour cela d'ailleurs que les chefs d'État qui sont facilitateurs doivent avoir le courage d'être eux-mêmes en conformité avec les règles de la CEDEAO et à un moment ou à un autre, trouver le mécanisme qu'il faut pour que les Togolais ne puissent pas être l'exception et qui voient des gens faire 2, 3, 4, 5 mandats ou voire plus dans notre pays. Tout cela relève du bon sens et les Togolais doivent être vigilants sur ça, rester mobilisés pour que la voix du peuple togolais puisse au final prévaloir sur toutes les considérations et tous les calculs politiques que les uns et les autres peuvent faire. Oui, à la réflexion, M. Limpio, pour vous, qu'est-ce qui fait
mal un Togolais? Puisque j'aime poser cette question à mes interlocuteurs, parce qu'on ne comprend pas. Dans la vie de tous les jours, on s'entend bien. Je connais des gens politiques des deux bords opposés qui se retrouvent dans le même avion, dans le même appartement, ici ou là. Mais en réalité, lorsqu'il s'agit de la chose politique, vous devenez, excusez, des animaux sauvages en la matière. Oui, c'est un terme extrêmement difficile que vous avez utilisé, tout en disant de vous excuser. Oui. Mais je pense que la situation togolaise, elle est hors norme. On se regarde en chien de faïence. Cette situation, elle est hors norme. Et c'est peut-être parce que quelque part, l'on veut piétiner le principe qui régit la démocratie, c'est celui de la rotation du pouvoir. C'est-à-dire intégrer le fait que l'on puisse ne pas rester au même poste de pouvoir d'État de manière illimitée. Je pense que ce principe-là, il est aujourd'hui méprisé par nos dirigeants, les dirigeants de ce pays. Ça, c'est une première chose. Et puis, le temps a tellement passé. Ça fait plus de 50 ans qu'on parle de la même chose. Le temps a tellement passé que peut-être que, chemin faisant, des actes qui ont été posés deviennent des casseroles que les gens traînent et qui peuvent devenir une épée de Damoclès sur la tête des gens. Le Togolais est un peuple très généreux, qui est capable de sursaut, qui est capable de transcender cette douleur et de ne plus regarder dans le rétroviseur. Et nous avons, dans l'opposition, largement exprimé notre volonté de nous départir de toute chasse aux sorcières. Nous avons largement exprimé notre volonté de ne pas acculer les gens. Mais il y a à un moment donné un acte que chacun doit poser. Et parmi nous tous, ceux qui ont la plus grande responsabilité dans l'acte à poser, ce sont ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et donc, il est indispensable que cet acte-là soit posé au bon moment pour que les Togolais comprennent qu'enfin, il va pouvoir souffler, il va pouvoir faire valoir ses compétences en toute liberté, sans avoir peur d'être stigmatisé du fait d'être de l'opposition ou d'être d'un tel autre parti. Cela, nous y arriverons simplement lorsque le régime, les dirigeants de ce pays vont, je dirais, soulever le couvercle sur la cocotte qui est en train de bouillir. Il faut ouvrir la soupape. Il faut faire preuve d'ouverture pour que les gens puissent avoir l'opportunité de s'épanouir individuellement ou collectivement et que cela ne soit pas objet de répression sur eux parce qu'ils auraient emprunté une orientation politique ou une autre qui ne conviendrait pas à quelqu'un. C'est pour cela que sur ce sujet-là, je dirais que il faut qu'on redonne aux Togolais le sens de sa liberté, c'est-à-dire la possibilité qu'il a de choisir celui qui sera son dirigeant, au niveau national, au niveau législatif ou au niveau local. Tant que le Togolais ne retrouvera pas cette force que lui confère la Constitution, ce pouvoir, je dirais même, que lui confère la Constitution, qui est aujourd'hui confisqué, tant que le Togolais ne retrouvera pas ça, eh bien, nous aurons des situations difficiles. Et je pense que c'est ça, le nœud de notre crise que nous vivons, c'est que le Togolais n'a plus en main le pouvoir que la Constitution lui donne. Et il faut restaurer cela. Et il faut absolument que toute la classe politique et toute la société civile et toute la diaspora, avec le peuple togolais, nous puissions redonner au peuple le pouvoir qui est le sien. Le peuple est souverain et aujourd'hui, il a perdu son pouvoir. Et c'est cela que vous insistez sur le retour à la C14, la Constitution, à la C92. Oui, le retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle est un respect au peuple togolais. Et même si les gens critiquent aujourd'hui cette Constitution-là, que tout le monde a voté, que ça a été voté à plus de 98% des électeurs. Et même si les gens disent aujourd'hui que c'est une constitution qui n'est plus adaptée, même si les gens disent que c'est une constitution qui a des insuffisances, il n'en demeure pas moins que c'est la constitution que les Togolais ont votée. Eh bien, qu'on la leur redonne
et que maintenant les Togolais en fassent ce qu'ils veulent. S'ils veulent l'améliorer, s'ils veulent la conserver comme ça, eh bien, il n'en tient qu'aux Togolais. Mais que les gens ne partent pas sous prétexte, je dis bien sous prétexte, d'avoir une légalité, d'escamoter la légitimité, de piétiner la légitimité et de s'arroger tous les pouvoirs d'État entre les mains d'une seule et même personne, et pour finalement faire une gouvernance qui ne donne pas satisfaction, qui ne donne pas le bonheur au peuple togolais. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Merci pour ces précisions au studio ici, M. Lupio. Je vous remercie. Cette émission tire à sa fin. Et que dire en fin d'entretien? Quel message à l'endroit du peuple, à l'endroit de vos sympathisants et pourquoi pas de toute la nation entière? De mon point de vue, les Togolais ont largement exprimé leur volonté de voir s'établir dans ce pays une alternance à la tête de l'État. Ceci n'est plus discutable, ceci n'est plus contestable. Il s'agit de voir de quelle manière cela va arriver. Il s'agit de savoir comment le régime va accompagner ce mouvement-là, plutôt que de s'y opposer. Il s'agit de voir comment, ensemble, nous allons bâtir un État de droit, dans un espace de liberté qui nous confère la démocratie. Moi, j'exhorte tous les acteurs à faire preuve de compassion à l'endroit des Togolais. Oui, je dis compassion à l'endroit des Togolais parce que les Togolais souffrent depuis trop longtemps. J'exhorte le régime à être attentif aux souffrances des Togolais. Et si cette attention est portée comme il se doit, je suis persuadé que demain, nous trouverons des solutions qui donneront satisfaction à tout le monde, qui préserveront l'intérêt de tous les Togolais, y compris ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, et que chacun puisse vivre du fruit de son travail, vivre de sa contribution à la construction de la richesse nationale, et que l'épanouissement que nous recherchons puisse s'exprimer dans les services sociaux, dans l'amélioration de notre système de santé, dans l'amélioration du système éducatif, et que le monde du travail soit ouvert et accessible à tout le monde. Si nous avons cette conscience-là et que nous posons les actes qu'il faut, je peux vous garantir que le Togo sera le meilleur pays dans cette sous-région. Nous en avons le potentiel humain, nous en avons le potentiel en termes de compétences, il suffit que nous ayons la volonté politique. Bien, merci. Merci pour ce décryptage de l'actualité dans cet entretien. Merci pour votre disponibilité. Merci. Voilà. C'est la fin de ce numéro de rencontre, les chers téléspectateurs. Merci de nous avoir accordé votre confiance et votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt.